Bonsoir à toutes et tous. Désolée pour ces quelques minutes de retard liés à un petit souci technique sur la plateforme. Je vois qu'on est à peu près une cinquantaine de connectés pour parler d'un sujet important et stratégique au niveau national et au niveau international. C'est le patrimoine face aux risques majeurs. Alors, sur les risques majeurs, on parlera bien sûr de risques naturels et je crois que l'actualité est assez fournie, notamment en matière de risques inondation. On parlera feu de forêt, séisme, etc. bien sûr. Et risques technologiques, qu'il ne faut pas oublier dans les risques majeurs. On ne parlera pas d'autres risques et menaces qui existent au niveau national et international et qui frappent malheureusement le patrimoine. Vous voyez de quoi je parle en matière d'actualité internationale sans doute. On a le plaisir d'accueillir deux personnes importantes sur le sujet du patrimoine en France qui nous font le plaisir d'intervenir dans ce webinaire Une heure pour comprendre organisé par l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. On remercie Virginie Perroma de notre équipe qui a d'ailleurs organisé ce webinaire mais qui ne pouvait pas être là puisqu'elle intervient actuellement à Bordeaux sur un autre sujet. Mais on a le plaisir d'accueillir Marie Courcelot qui nous entend, qui vient de partager son support et que vous entendrez, j'espère, par l'intermédiaire d'un téléphone, qui est présidente du Bouclier Bleu, mais qui est également chargée de mission en conservation préventive au niveau du département de la conservation préventive. Elle se présentera plus en détail. Et Anne de Valence, chef du service de la conservation préventive au musée du Louvre, pour parler de l'enjeu de la planification, des exercices et de la préparation justement de ces enjeux patrimoniaux, avec bien sûr un focus sur ce musée qu'on affectionne particulièrement, notre patrimoine national, à savoir le musée du Louvre. Marie, c'est à vous. Merci beaucoup Ghislaine. Je tiens à remercier très chaleureusement la FPCNT de son invitation et ainsi que toute l'équipe pour l'organisation de ce webinaire. Je suis désolée, effectivement, j'ai un petit problème technique qui m'empêche d'activer le son et la caméra, donc ne m'en veuillez pas. J'espère que la présentation... J'espère que le son passe pour tout le monde. N'hésitez pas dans le chat pour les auditeurs à nous dire si vous entendez correctement Marie. On entend très bien, nous dit Jonathan. Merci beaucoup. Allez-y Marie, pardon. Je vous remercie. Donc très brièvement, donc moi je travaille au département de la conservation préventive du Centre de recherche et de restauration des musées de France, dans lequel je suis plus spécifiquement chargée de la question des risques majeurs sur le patrimoine. Et comme Ghislaine vous l'a indiqué, je suis aussi la présidente du Bouclier Bleu France, qui est donc une association avec laquelle l'AFPCNT est partenaire, qui travaille sur le patrimoine en temps de crise. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter les enjeux de la planification, l'utilité de cette planification, pourquoi est-ce qu'elle est importante, à quels enjeux elle répond. Et donc pour commencer cette présentation, j'aurais souhaité avec vous faire un petit focus sur l'exposition des bâtiments et des établissements culturels face aux différents risques. Et ils sont malheureusement nombreux. Alors, un contexte environnemental à risque pour le patrimoine culturel en France. Alors, c'est une évidence. On l'a vu hier avec la tempête Cœur qui s'est abattue sur la France et de nombreux établissements culturels qui ont été sinistrés, notamment actuellement en Île-de-France. Et ce contexte environnemental est aussi devenu beaucoup plus menaçant avec les effets du changement climatique. Et donc, je voulais vous présenter quelques exemples, des exemples assez récents sur diverses expositions au risque. Ici, on est à Saramon dans le Gers. Donc, vous voyez la tour de l'église Saint-Vincent de l'église de Saramon qui s'est effondrée en 2023 suite à un retrait gonflement d'argile qui est directement lié aux effets de la sécheresse. Évidemment, des inondations. Alors, j'ai pas eu le temps d'actualiser mon PowerPoint ce matin, mais des inondations qui nous rappellent effectivement la des établissements culturels sur ce risque-là. Le nord de la France avait été particulièrement touché en 2024 et aussi en Charente-Maritime. Des événements qui sont de plus en plus fréquents avec des dégâts qui sont évidemment colossaux pour les établissements culturels.
Des risques qui sont aussi souvent sous-estimés, notamment en Méditerranée, avec des phénomènes de tsunami dont on pensait qu'il n'était pas possible de se produire sur cette zone-là de la côte méditerranéenne. Mais la submersion marine de 2018 sur la commune de Menton a prouvé le contraire. Un musée qui a été entièrement submergé par une vague de 7 mètres de haut qui a endommagé les réserves, les bureaux de ce musée qui était un équipement tout neuf de la ville de Menton. À ce jour, le musée est malheureusement toujours fermé, donc avec des effets aussi durables dans le temps. En dehors de la France métropolitaine, évidemment aussi dans les départements et les territoires d'outre-mer, d'autres risques qui sont aussi particulièrement, qui peuvent être aussi particulièrement violents pour les établissements culturels. On pense notamment aux 3 cyclones qui se sont abattus sur l'île de Saint-Martin en 2017, les cyclones José, Maria et Irma. Et ici, sur ces photos, vous pouvez voir en bas à gauche une photographie qui a été prise au lendemain du passage du premier cyclone sur les archives territoriales de Saint-Martin qui avait évidemment beaucoup souffert de cet événement climatique. Donc une exposition au risque qui est quand même assez importante et dans le dernier rapport que le Bouclier Bleu France a réalisé sur l'année 2021-2022, ce sont 87 sinistres qui ont impacté le patrimoine qui ont été recensés, soit environ un sinistre tous les 8 jours. Donc c'est loin d'être anecdotique pour le domaine culturel. Ça représente sur ce nombre de sinistres 44% d'églises qui ont été impactées, 18% de musées, 14% de châteaux ou manoirs. Donc sur le panorama des enjeux, on va dire que ce sont les sites les plus vulnérables, notamment sur les risques incendies et inondations. Alors, la nécessité qui s'impose, évidemment, face à ce constat, c'est de pouvoir engager des travaux sur la réduction des risques sur le patrimoine. Alors, plusieurs leviers dont nous disposons, qui sont différents mais complémentaires. Le premier, c'est d'améliorer la connaissance des risques majeurs et d'affiner les diagnostics de vulnérabilité. Donc, cette amélioration de la connaissance des risques majeurs, elle passe par tous les travaux qui sont aujourd'hui conduits par la FPCNT. Affiner les diagnostics de vulnérabilité, ça passe aussi par le développement d'outils, notamment d'outils qui ont commencé à être mis en ligne par la DRIEAT pour le risque inondation, mais c'est des choses qui doivent être développées, qui doivent être nourries, pour lesquelles il y a encore beaucoup de travail à faire. Développer la culture du risque dans le domaine patrimonial, donc on essaie de s'y employer avant que la nature ne le fasse pour nous. Donc c'est aussi un travail de longue haleine qui nécessite de former, d'informer. Et le troisième levier dont on dispose, c'est de développer la planification pour améliorer la réponse à l'urgence et réduire l'impact des risques. C'est donc sur ce dernier point que le C2RMF a souhaité agir prioritairement en accompagnant les musées et les services culturels sur la rédaction de leur plan de sauvegarde des biens culturels qu'on appelle le PSBC. Donc, vous avez peut-être déjà entendu ce nom. C'est le nom qui a remplacé le PSO, le plan de sauvegarde des œuvres, ou le PSU, le plan de sauvegarde d'urgence. Voilà, donc l'acronyme en vigueur aujourd'hui, en termes de planification, c'est le plan de sauvegarde des biens culturels. Alors, d'un point de vue réglementaire, comment est-ce que tout cela se déroule et se coordonne? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un plan de sauvegarde des biens culturels, un PSBC? C'est tout d'abord un outil d'aide à la décision. Donc, c'est vraiment un outil opérationnel. Il ne s'agit pas d'un document rédigé. Il s'agit d'un document qui va permettre de donner une aide, d'être un support pour la prise de décision au niveau du coordinateur des opérations, du commandant des opérations de secours, le COS, donc au niveau des pompiers, et au niveau du responsable de l'établissement
pour pouvoir faire face à un événement grave a priori qui nécessite une implication des secours et aussi de l'ensemble de l'équipe de l'établissement culturel. Donc c'est un document simple, mais un document opérationnel, donc sans chichi, sans fioriture, qui va droit au but pour pouvoir donner le maximum d'informations avec le minimum de texte. Donc ça passe vraiment par un aspect visuel. Donc j'ai flouté les documents du plan de sauvegarde, mais vous pouvez deviner qu'il s'agit ici d'un plan. Si vous suivez ma souris, donc c'est le plan d'un musée avec différentes salles et des œuvres qui sont indiquées comme étant prioritaires à l'évacuation ou à la protection in situ, parce que parfois il est difficile d'évacuer des œuvres parce qu'elles sont trop lourdes, trop encombrantes, parfois trop fragiles, et donc elles devront rester sur place et être protégées sur place. Donc le plan de sauvegarde va donner ces indications et les pompiers vont disposer d'une fiche. Donc là, ici, vous voyez, c'est une fiche avec un liseré rouge qui indique qu'il s'agit d'une œuvre prioritaire, de priorité 1, et que l'on a donc une action à conduire de préservation qui est soit l'évacuation, soit la protection in situ. Et donc, le document explique quels sont les outils, le nombre de personnes et tous les éléments qui vont être utiles à connaître pour que les pompiers puissent engager cette action. Évidemment, en cas d'incendie, ce ne sont pas les personnels de l'établissement qui seront chargés de la sauvegarde des œuvres, et bien les pompiers. Et donc, en premier lieu, pour ce type de risque, le plan de sauvegarde est destiné aux pompiers. Dans d'autres circonstances, et comme c'est le cas actuellement avec les inondations, les musées ne font pas toujours appel aux pompiers en situation de crise, et donc ce document doit aussi pouvoir être utilisé directement par le personnel de l'établissement pour s'organiser et engager des actions de sauvegarde. Alors, une pluralité d'acteurs qui vont entourer cette question de la planification, en tout cas de la protection du patrimoine. Donc au centre, on a la protection du patrimoine avec l'idée de planification, avec le plan de sauvegarde des biens culturels comme le cœur du réacteur. Et vous voyez des acteurs qui gravitent autour, et des acteurs qui ne sont pas uniquement, comme vous pourrez le penser, que les acteurs du ministère de la Culture. Il y a tout un monde protéiforme qui entoure ce concept de planification. Alors en premier lieu, évidemment, le ministère de la Culture, avec la note du 10 juin 2016 qui demande à l'ensemble des directeurs d'établissement, direction d'établissement, de rédiger ces plans de sauvegarde, et qui est inscrit dans la directive nationale d'orientation du ministère de la Culture depuis 2015-2017 comme une priorité du ministère. Pour le ministère de l'Intérieur, on va retrouver cette question de la protection du patrimoine dans la loi de modernisation de la sécurité civile, et notamment dans le décret Orsec de 2005, qui impose que des mesures soient prises pour la protection du patrimoine, et la loi Matras, qui, elle aussi, dans le cadre de la rédaction des plans communaux de sauvegarde et des plans intercommunaux de sauvegarde, intègre et souhaite intégrer cette prise en compte du patrimoine, notamment à travers les plans de sauvegarde qui devront être portés à connaissance des maires. Au niveau du ministère de la Transition écologique, on a évidemment plusieurs textes aussi qui participent à cette protection du patrimoine. En premier lieu, l'obligation de rédaction de PPCI, donc de plan de protection contre les inondations, qui est imposée dans le PPRI de la Seine à Paris, et qui donc impose à tous les établissements publics, dont les musées, les archives et les bibliothèques, de rédiger un plan qui permet de mettre à l'abri et de protéger les œuvres pendant la crue de la Seine, et aussi qui rappelle dans le PNAC, donc dans le Plan national d'adaptation au changement climatique 2018-2022, que les nouveaux risques liés au changement climatique doivent être intégrés dans les plans de sauvegarde.
enfin, du côté du ministère des Armées, la Convention de La Haye, qui a été donc ratifiée par la France et par le ministère de la Culture. La Convention de La Haye de 1954, c'est le seul et unique traité multilatéral qui parle de la protection du patrimoine en temps de conflit armé. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que la première note du ministère de la Culture sur les plans de sauvegarde des biens culturels qui datent des années 2000 invoque la Convention de La Haye pour poser les bases de la rédaction des plans de sauvegarde. Donc, si vous voulez, on est sur un cercle vertueux, en quelque sorte, en tout cas avec une pluralité d'acteurs qui doivent travailler de manière collaborative pour vraiment porter ce discours de planification pour la protection du patrimoine. Alors, les actions qui ont été mises en œuvre par le C2RMF, elles sont diverses. Je voulais juste, avant de rentrer dans le détail, vous présenter très brièvement le centre. Donc, le centre de recherche est composé de 4 départements: le département de la recherche, le département de la restauration et le département des archives et de la documentation. Donc, sur 3 sites, Paris, ici l'aile de Flore, le laboratoire qui se trouve juste en dessous, et Versailles pour le 3e site. Et donc, c'est au département de la conservation préventive qu'on travaille sur cette aide et cet accompagnement à la planification pour les musées de France. Alors, rapidement, quand on a souhaité travailler sur ce sujet en 2018, on est parti d'une enquête qu'on a conduite avec mon collègue Jocelyn Perilla pour faire une évaluation des besoins en matière de conservation préventive. On s'est aperçu que le besoin le plus important pour les musées en 2018 était sur la rédaction des plans de sauvegarde. Donc, vous vous rappelez que depuis les années 2000 et que une succession de réglementations se sont stratifiées les unes sur les autres jusqu'en 2016 où il est demandé expressément que ces plans de sauvegarde soient réalisés. En 2018, on constate que seulement 17% des musées de France indiquaient avoir rédigé. Donc, on est sur un constat assez mal engagé, on va dire. Et donc, il était important de pouvoir accélérer le mouvement au regard de l'urgence aussi liée aux événements et à ces questions de changement climatique. Donc ici, vous voyez de manière un peu plus détaillée les résultats de l'enquête qu'on avait conduite et donc un besoin extrêmement fort qui s'exprimait sur cette question du plan de sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'on a fait étant donné que déjà beaucoup de choses existaient, c'est-à-dire que les musées disposent de formations, de documentation assez importantes sur le sujet. Donc, un musée qui souhaite s'engager dans ce processus de planification est a priori en mesure de le faire. Après avoir détaillé notre enquête, on s'est aperçu que ce qui coinçait le plus pour nos collègues, c'était un manque d'accompagnement et aussi que la mise en place de cette planification est extrêmement chronophage. Donc, on a souhaité expérimenter un workshop, des ateliers qui durent pendant 1 an pour pouvoir les accompagner durant cette période et les aider sur les étapes clés de la planification. Donc, ces ateliers plans de sauvegarde ont été mis en place en 2019, notamment avec la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. Et comme ces ateliers ont bien fonctionné, on les a poursuivis dans différentes régions, Grand Est, Normandie, Pays de la Loire, mais aussi à l'étranger, en Belgique, à Monaco et aussi en Arménie jusqu'à cette année. Alors, les objectifs pour nous, c'était de travailler à l'échelle locale avec différents acteurs du patrimoine, de définir des objectifs qui sont atteignables dans le temps pour les musées. Donc, on leur garantit qu'à l'issue de ces 1 an d'engagement dans ces ateliers, ils sont en mesure de disposer de la partie opérationnelle de leur plan de sauvegarde. L'objectif aussi, c'était de pouvoir créer des outils qui sont spécifiquement dédiés, qui permettent de faciliter la planification
et d'élaborer une méthode rigoureuse qui puisse être reproductible. Donc là, la méthode qui est mise en place aujourd'hui, elle est reproduite sur différents territoires nationaux, internationaux et sur tout type d'établissements culturels. Donc ça reste une méthode qui est simple à mettre en œuvre pour pouvoir toucher l'ensemble des établissements culturels. Le service est 100% gratuit. Donc nous, notre travail au C2RMF, c'est de fournir du service auprès des musées de France. Donc c'était voilà une offre entre guillemets qui leur était faite, qui était complètement gratuite pour l'ensemble des musées, étant donné que les moyens reposaient sur des ressources internes au C2RMF, c'est-à-dire notre temps de travail et celui de nos collègues de la Direction régionale des affaires culturelles et des pompiers qui eux aussi ont été associés à ces ateliers. D'un point de vue organisationnel, donc ici vous avez les musées et les établissements patrimoniaux volontaires qui se trouvent évidemment au cœur de la préoccupation de ces ateliers. Le C2RMF qui entoure les ateliers à travers le pilotage et l'expertise qui est apportée. La Direction régionale des affaires culturelles pour la coordination de relais d'information, les services de pompiers pour leur expertise technique et les relais locaux du bouclier bleu pour faire perdurer ces ateliers sur le terrain. Donc ça, c'est l'organisation permanente et qu'on retrouvait à chaque fois, quels que soient les territoires dans lesquels ces ateliers ont pu se tenir. Alors, en termes de modalité, c'est assez simple aussi. C'est une séance tous les 2 mois pendant 1 an. Donc, au total, 6 séances que les musées suivent sur les principales thématiques qui permettent d'avancer sur l'élaboration du plan. Donc, en premier lieu, la collecte d'informations. De quelles informations on a besoin? Quelles sont celles qui seront utiles pour alimenter ces plans? Comment est-ce qu'on priorise les collections? Donc là, on a développé aussi des outils et une application qui permet d'aider les conservateurs et les responsables de collection dans le choix des œuvres qu'ils peuvent faire. L'identification des espaces de repli et de traitement qui sont évidemment utiles en cas de sinistre. Les ressources matérielles, quelles ressources matérielles les musées doivent avoir, donc quel type d'équipement, de matériel d'urgence, comment est-ce qu'on organise les ressources humaines, comment est-ce qu'on constitue une cellule de crise, une chaîne d'appel, comment est-ce qu'on forme le personnel de l'établissement, et enfin on les accompagne jusqu'à la mise en œuvre d'un exercice. Donc généralement ces ateliers se finissaient par un exercice de grande ampleur qui permettait de tester et de valider par le terrain les plans de sauvegarde réalisés. Anne, attention, il vous reste à peu près 5 minutes. Marie, pardon, ok. Pour que Anne puisse parler derrière. Merci Ghislaine. Donc ici vous avez une séance type d'organisation, donc de visite, de bilan, d'apport théorique, et puis à la fin on donnait des devoirs, donc ça restait quand même assez scolaire, mais c'est ce qui fonctionnait finalement bien, parce que ça permettait d'avoir une ligne de conduite et des étapes à franchir de manière progressive. Donc c'est comme ceci que se sont déroulées les séances. Vous avez quelques petites photos aussi qui étaient l'occasion de partager des petits moments conviviaux pour tisser les liens entre les personnes qui sont amenées à travailler sur le même territoire, donc les amener à se rencontrer, à se connaître et à s'entraider aussi. Une petite attestation de suivi qui leur était décernée, mais des limites qui n'étaient pas négligeables pour nous, c'est que c'était très chronophage pour le C2RMF, c'est 1 an d'application sur différentes régions, donc pour couvrir l'ensemble des régions françaises, ça prenait beaucoup de temps. Donc on avait assez rapidement identifié cette urgence de transformer ces ateliers en présentiel et d'accélérer un peu le mouvement en développant un webinaire qui du coup a permis de toucher beaucoup plus largement les établissements culturels, avec un objectif qui était d'atteindre 50% des plans de sauvegarde cette année. Donc le bilan des ateliers, la méthode fonctionne, elle a été reprise par nos collègues des archives et des bibliothèques pour l'appliquer à leur réseau. 60 à 80% des établissements ont finalisé leur plan de sauvegarde dans le temps imparti par les ateliers. 250 musées qui ont été formés
in situ en France et à l'étranger, 700 qui ont suivi le webinaire pendant 1 an. L'édition du manuel et donc de la méthode en français, en anglais et prochainement en arabe, avec la création d'outils, donc un modèle de plan qui était demandé depuis longtemps par nos collègues, une application automatisée de plan de sauvegarde et des notes d'information sur la dématérialisation de ces plans de sauvegarde. Pour finir très rapidement sur les autres actions qui ont été engagées, des actions d'information et de sensibilisation, notamment sur le risque inondation. Donc une sensibilisation qui continue notamment avec une collaboration avec la DRIEAT et le ministère de la Transition écologique. Une assistance et du conseil qui est portée aux musées sinistrés. Donc ça, c'est les derniers. Et puis on va pouvoir rajouter ceux qui ont malheureusement été sinistrés hier. La participation aux formations pour les étudiants de Paris 1, de l'INP, qui sont aussi sensibilisés à cette question de la planification qui nous paraît extrêmement importante. Des travaux de coopération en Arménie avec la mise en place d'exercices de grande ampleur d'inondation et d'incendie. La collaboration au programme européen Proculteur qui permet aussi de travailler avec la sécurité civile sur cette question de la protection du patrimoine en cas de crise. Le projet Notre-Dame qui a été aussi l'occasion de développer des outils sur la prévention du risque incendie. Et enfin, le groupe de travail Mémoire des sinistres qui est extrêmement important pour pouvoir connaître les causes et l'origine de ces différents sinistres et proposer des alternatives et des solutions de prévention. Évidemment, le travail se fait de manière très rapprochée avec le Bouclier Bleu France, qui est un des principaux partenaires aussi sur ces sujets. Voilà, donc pour finir, on souhaite développer des fiches spécifiquement sur le risque inondation et développer des groupes de travail sur ce thème et vraiment essayer d'avancer au maximum sur la prise en compte des risques liés au changement climatique. Voilà, je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Anne. Merci beaucoup Marie pour cette présentation très pédagogique et pour tout ce travail colossal. Il y a quelques questions là qui sont remontées, mais je propose de les rassembler et d'avoir un temps d'échange avec Anne une fois sa présentation sur le musée du Louvre réalisée. Anne, c'est à vous. Pensez à allumer votre micro. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous. Merci à la FPCNT de m'inviter pour partager une expérience un peu exceptionnelle, il faut bien le dire. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'ai eu plusieurs coupures Internet, bien que je sois au musée branché sur le réseau. Donc, je vais couper ma caméra pour essayer de gagner un peu en bande passante. Pardonnez-moi, mais on va y arriver. Voilà. Je vous partage mon écran tout de suite. Alors. Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis en train d'arriver, c'est bon. Merci Anne. Merci beaucoup. Alors, les personnes qui sont chargées de conserver le patrimoine appréhendent toutes, je crois, les situations d'urgence, qu'il s'agisse d'incendies, d'actes de terrorisme ou encore de catastrophes naturelles. Je pense en particulier aux ravages que peut causer l'eau en raison de précipitations anormalement élevées, telles que nous les connaissons malheureusement en ce moment, d'intempéries, de violents orages ou de crues. Le musée du Louvre dispose de 2 plans d'urgence. Donc, nous évoquerons très brièvement le plan de sauvegarde des œuvres, que Marie appelle justement le PSBC, mais nous nous avons du mal à bouger notre grosse maison et à changer les terminologies. Dont évidemment, comme elle vous le disait, toutes nos institutions doivent être dotées avant d'appréhender le plan de protection contre le risque d'inondation, sur lequel nous passerons un peu plus de temps.
Alors, un petit mot sur le contexte du Louvre. Le Louvre a été construit en plein cœur de la capitale, le long de la Seine. Depuis sa construction par Philippe Auguste en 1190, il a constamment fait l'objet de travaux d'agrandissement et d'aménagement, et ce jusqu'à la dernière phase de travaux qui lui donne sa physionomie actuelle, l'ouverture de la pyramide en 1989, et puis l'ouverture du département des arts de l'islam en 2012 dans la cour Visconti qui a été couverte pour l'occasion. Pour conduire le projet du Grand Louvre, la cour Napoléon a été entièrement ouverte, des fouilles ont été conduites et cela a permis de construire de nouvelles infrastructures qui étaient destinées à améliorer la vie quotidienne du personnel comme des visiteurs. La voie de desserte intérieure, que nous appelons la VDI, est créée sous le bâtiment. C'est une véritable colonne vertébrale pour le musée puisqu'il s'agit du seul accès aux nouvelles réserves d'œuvres qui ont été créées à cette occasion et qui couvrent une surface de 8500 mètres carrés, donc elles aussi en sous-sol. Cette voie de desserte intérieure a été conçue pour permettre les mouvements de collection et de marchandises indépendamment du circuit des visiteurs, ce qui est évidemment tout à fait nouveau et aussi très précieux parce que nous ne connaissions pas cela auparavant. L'une des principales caractéristiques du musée est sa taille, mais je voudrais quand même l'illustrer par quelques chiffres que vous voyez sur l'écran. Donc une surface bâtie de 244 000 m², 5 hectares de toiture, 40 hectares de domaine, 10 000 marches d'escalier, plus de 2000 fenêtres, un nombre assez colossal de collections et nos plus ou moins 9 millions de visiteurs annuels. Et enfin, pour clore sur le contexte, le musée est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la Culture, qui dispose d'un détachement d'une cinquantaine de sapeurs-pompiers qui sont là 24 heures sur 24, 365 jours par an, depuis qu'un habitant du quai Voltaire dans les années 80 avait vu une fumerole s'échapper du toit de la Grande Galerie. Alors, Marie, tout à l'heure, nous a parlé du plan de sauvegarde des biens culturels, donc que nous appelons nous le PSO, plan de sauvegarde des œuvres. Elle vous a masqué le plan, je vous en montre un, pour vous montrer que ce sont des fiches donc très opérationnelles, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, un plan, la localisation d'œuvres priorité 1, œuvre majeure priorité 1, priorité 2, et le moyen de retirer ou de protéger les collections en question. Ce plan, il est établi par une personne qui travaille dans mon service, qui est un de mes collaborateurs, et qui prend donc cette forme de fiches d'intervention très opérationnelles qui sont mises à jour tous les ans pour les expositions permanentes et à chaque exposition temporaire, ce qui me permet de vous montrer les fiches d'une exposition passée. Avec les pompiers, nous assurons 3 formations annuelles pour 3 départements différents. Nous avons 9 départements patrimoniaux, ce qui permet en fait de former les pompiers à la manipulation des œuvres ou à la protection des œuvres qui ne sont pas déplaçables en cas d'urgence, en couvrant la totalité des typologies des collections du musée. Ça permet aussi aux nouveaux arrivants de se familiariser avec le processus, la rotation des pompiers étant très fréquente. Marie Courcelot a évoqué tout à l'heure les exercices COS, commandant des opérations de secours. Donc, nous en avons un annuel qui est organisé tous les ans avec la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui comporte un volet bâtiment, par exemple l'effondrement de la pyramide ou un incendie sous les combles, et puis un volet collection. Et cet exercice COS offre la possibilité de mettre en œuvre un scénario de très grande envergure qui associe des pompiers qui sont complètement étrangers au lieu aux pompiers du Louvre qui, eux, sont à même de les guider. Alors, nous allons nous attarder un peu plus sur le plan de prévention contre le risque d'inondation, puisque Paris est traversé sur 13 km par la Seine et il est situé au cœur d'un bassin hydrographique qui est très dense. L'étude des crues depuis le XVIIe siècle, puisque la première, je dirais, vraie crue connue est celle de 1651, pardon. Donc l'étude de ces crues depuis le XVIIe siècle permet de distinguer des crues de type centenal des crues décennales, selon la fréquence moyenne de ces débordements.
3 crues exceptionnelles se sont produites au XXe siècle. La crue centenale de 1910 qui a marqué les esprits et qui est montée jusqu'à 8,67 m et celle de moindre ampleur de 1924 et 1955. La crue de 1910 a servi de référence pour l'élaboration des plans de protection contre les risques d'inondation en Île-de-France. Toutes ces crues que je qualifierais d'historiques présentent des caractéristiques communes. Elles sont causées par de très fortes précipitations durant une période courte sur les bassins de la Seine et de l'Yonne, qui est en amont donc de Paris, entraînant des crues concomitantes en Île-de-France. Elles sont liées au cumul de plusieurs facteurs, des sols qui sont ou saturés d'eau ou gelés, un débordement simultané de plusieurs cours d'eau en amont de Paris, une hauteur importante des nappes souterraines et des phénomènes climatiques exceptionnels. Enfin, elles sont le plus souvent lentes et surviennent en hiver. Alors, le Louvre est un peu vulnérable puisque, comme vous le voyez, il est quand même très très proche de la Seine. Il est donc situé en bordure de Seine, il est vulnérable au risque d'inondation et une crue de type centenale 1910 aurait des conséquences beaucoup plus dommageables qu'il y a 100 ans pour plusieurs raisons. D'abord du fait de l'évolution du bâtiment lui-même et de ses usages, ainsi que des installations qui sont issues du projet du Grand Louvre, mais aussi de l'urbanisation plus intense de la région parisienne. La survenue d'une telle crue est certaine, reste à savoir à quelle échéance. Le principe toutefois chez nous est d'y faire face sans aide extérieure. La mise en place d'un plan de protection contre les risques d'inondation est une obligation donc réglementaire, comme le rappelait Marie tout à l'heure, dans le cadre du plan de prévention contre le risque d'inondation de Paris. Au Louvre sont concernés en zone inondable les niveaux inférieurs au rez-de-chaussée haut, dont 7500 m² d'espace muséographique, les réserves dont certaines abritent encore des collections bien qu'une grande partie ait été transférée à Liévin, des ateliers, des bureaux, des locaux techniques et l'ensemble des réseaux de fluides et de communication. Une première version du plan de prévention contre le risque d'inondation au Louvre a été établi en 1910 et il compte une mise à jour annuelle pour intégrer les évolutions architecturales et techniques, puisque je vous ai dit que nous sommes en constant chantier depuis Philippe Auguste, et les retours d'expérience, d'exercices ou de situations de crues effectives. Ce plan comporte 5 groupes opérationnels, un groupe bâtiment, logistique, sûreté, ressources humaines et collections. Alors, quelles décisions avons-nous prises pour les collections, puisque moi je m'occupe du plan pour les collections que je supervise. En fait, dès 2009, j'ai initié des chantiers de collection pour conditionner les collections qui étaient en réserve en zone inondable, de telle sorte qu'elles soient aisément déplaçables en cas de sinistre. Vous avez un exemple, des exemples sous les yeux, avec des conditionnements dans des tiroirs, de tessonniers qui sont posés sur des roulettes et qui peuvent être aisément déplacés par des personnes de faibles femmes, aurais-je envie de dire, comme vous le voyez en haut à gauche. Ces chantiers, ils avaient aussi pour ambition d'anticiper leur déménagement dans le futur centre de conservation, puisque celui-ci a ouvert en 2019. Et donc, ce centre, vous le voyez sous les yeux, c'est le centre de conservation Liévin qui a été créé à quelques encablures du Louvre-Lens. Alors, je voudrais insister un peu sur les fruits des épisodes précédents, parce qu'en fait, ils ont fait quand même l'objet de réflexions en interne. D'abord, les retours d'expérience, en particulier de l'exercice EU-Sequana de mars 2016, de la crue de juin 2016, puis de l'hiver 2018. Tous ces épisodes ont permis de réinterroger certains aspects du plan et de sa mise en œuvre, car les scénarios étaient très différents, ce qui a donné lieu à une mise à jour à chaque fois. En effet, la crue de 2016 est survenue en juin, selon une cinétique relativement rapide, c'est-à-dire en complète contradiction avec ce que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Cela montre combien il faut être prudent avec l'analyse de ces indicateurs et combien il faut savoir constamment réexaminer les situations, les environnements, les réinterroger. Tandis que la crue de 2018 est une crue d'hiver et elle a duré 2 mois et demi sans arrêt aucun de l'activité du musée. Donc nous avons géré simultanément l'activité permanente du musée et une situation de crise pendant 2 mois et demi.
Parmi les fruits, nous avons obtenu un plan avec les différents niveaux du palais en code NGF dont nous ne disposions pas au moment de l'exercice EUS-Equana de 2016. Ça a été produit par la direction de l'architecture entre mars 2016 et mai 2016 et comme vous pouvez l'imaginer, il a été extrêmement précieux au moment de la crue de juin 2016. L'épisode de l'hiver 2018 a montré que les niveaux d'alerte ne prenaient pas en compte les perspectives de crue. Donc nous avons réadapté ces niveaux pour pouvoir les faire coller avec ce qui se passe en amont de Paris et éviter de ce fait de fermer le musée prématurément si la décrue est annoncée en amont de Paris. De même, nous avons constitué un phasage en 2 temps pour l'évacuation des collections. Donc vous voyez ici le plan du 2e sous-sol du musée qui ne concerne que ce qu'on appelle la phase A pour les niveaux inférieurs et en particulier les réserves et le niveau inférieur des salles d'exposition temporaires. Et puis une phase B qui compte les salles d'exposition temporaires ou permanentes que vous voyez ici. Donc on a au 1er sous-sol la cohabitation de la phase A et de la phase B et au rez-de-chaussée bas, également un tout petit bout de la phase A et la plus grande partie de la phase B. Ce qui permet lors de la mise en œuvre du plan d'interrompre la phase A, c'est-à-dire ce qui est en réserve, essentiellement quand même, si nous voyons que nous n'avons pas suffisamment de temps pour évacuer les œuvres de la phase B, qui sont les œuvres qui sont présentées dans les expositions permanentes ou temporaires. Un autre fruit de ces épisodes, en 2018, nous avons sollicité une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage commandée à un bureau d'études pour l'identification et la localisation des effets d'une crue sur le domaine du Louvre et des Tuileries, puisque je vous rappelle que les Tuileries font partie du domaine, que nous y avons des œuvres et que la totalité du domaine couvre 40 hectares. L'idée, c'était d'établir un pré-programme de travaux pour une mise en sécurité et, le cas échéant, préconiser des mesures pour améliorer la protection du site vis-à-vis du risque d'inondation. Et à l'issue de cette mission, plusieurs aléas inondations ont été identifiés et évalués par le bureau d'études et des recommandations ont été exprimées pour protéger le domaine de ces risques. 4 aléas ont été identifiés, que vous voyez à l'écran: la remontée de nappe, le débordement de la Seine, l'aléa eau pluviale et assainissement, et puis l'aléa défaillance des fournisseurs d'énergie, de fluides et de télécom. Ont été préconisés pour l'aléa de remontée de nappe, la mise en œuvre de piézomètres sur le domaine et de suivi des niveaux de nappe en continu, ce qui sera fait dans les prochains mois. Le diagnostic approfondi et complet des dispositifs de pompage et de drainage existants, intégrant l'espace du Carrousel du Louvre, qui est, vous savez, ce centre commercial qui jouxte en fait le musée, qui est le niveau le plus bas du sol sur l'ensemble du domaine et qui est en communication directe avec nous. Nous disposons de beaucoup de pompes de relevage parce que le radier du Louvre, c'est-à-dire les espaces techniques, sont en deçà du niveau de la nappe phréatique. Donc nous sommes en danger permanent. Et lorsqu'une pompe de relevage est en panne, évidemment, nous voyons le danger arriver avec un peu plus d'inquiétude encore. Pour l'aléa de débordement de la Seine, 2 secteurs distincts du domaine ont été qui sont exposés indépendamment au risque de débordement de la Seine, ont été identifiés. D'une part, la zone qui est à l'extrémité est du palais, et d'autre part, la zone qui est à l'extrémité occidentale du jardin des Tuileries, c'est-à-dire à l'aplomb des musées du Jeu de Paume et de l'Orangerie. Ces espaces-là s'intègrent évidemment dans une zone un peu plus vaste, mais ce sont vraiment les 2 points les plus faibles du musée. La protection du domaine contre les débordements de la Seine est assurée par la ville de Paris qui gère les parapets et les batards d'eau qui complètent le système d'endiguement de la Seine. Or, l'étude a fait ressortir une fragilité du dispositif sur certains batards d'eau qui sont donc gérés par la ville, et notamment celui qui est situé au niveau du Pont des Arts, c'est-à-dire du côté est du palais, où le risque de rupture est avéré à partir de 7 mètres au niveau de l'échelle d'Austerlitz. Or, la crue de juin 2016, était à 6,10 mètres, donc nous n'en étions finalement pas si loin que ça.
Le bureau d'études recommandait l'abandon de la stratégie de protection individuelle de tous les points d'entrée d'eau potentiels au profit d'une protection linéaire globale. Nous avons au moins 80 points d'entrée d'eau le long du quai et donc Big Bag en complément des protections de la ville de Paris. Et cette acquisition a été faite, un test a été réalisé pour s'assurer en fait de la faisabilité et du temps nécessaire à la mise en œuvre. Pour l'aléa eau pluviale et assainissement, dans ce contexte, il convient mieux, d'après l'étude, de dresser un diagnostic complet du réseau pluvial et du réseau d'eau usée privée afin d'optimiser le réseau existant pour répondre au règlement de la section assainissement de Paris. Cela constitue évidemment un travail important. Et enfin, une évaluation des niveaux limites de défaillance de nos fournisseurs a été établie, ce qui facilite aussi l'organisation et la mise en œuvre du plan et les échéances au fur et à mesure du déroulement du plan. Les objectifs de la refonte en cours sont de disposer d'une meilleure anticipation, évidemment, d'une adaptation plus fine et d'une plus grande réactivité avec un plan à plusieurs vitesses à la suite du retour d'expérience de la crue de 2018, dont le scénario était différent du précédent. On était en hiver et non plus au printemps comme en juin. De disposer aussi d'une mobilisation optimale des effectifs, puisque nous avions auparavant un appel de masse et que nous le remplaçons par une affectation précise et opérationnelle des agents volontaires en fonction de leur métier et de leurs compétences et des besoins en renfort exprimés par les responsables des groupes opérationnels en charge de la mise en œuvre du plan de prévention contre le risque d'inondation. Alors, nous avons évidemment abordé un panorama un peu général du plan de prévention contre le risque d'inondation, mais comme pour le plan de sauvegarde des œuvres, il met en exergue la nécessité de remettre l'ouvrage sur le métier constamment. J'ai l'impression qu'on a perdu Anne du fait de ses problèmes informatiques. Est-ce que Marie nous entend? Oui, je vous entends. Alors, je pense qu'on va essayer de rappeler Anne, c'était sa dernière diapositive. Peut-être pendant qu'on essaie de se reconnecter avec Anne, et vu qu'il nous reste que quelques minutes, Marie, il y avait quelques questions dans le chat, notamment Catherine Jean-Baptiste demandait comment finalement on peut avoir bénéficié finalement de l'expertise ces deux RMF en local, notamment sur la zone Antilles. Est-ce qu'il y a un processus de remontée de demande pour avoir cette expertise? Oui, alors le C2RMF intervient pour tous les musées de France, parfois aussi pour d'autres établissements culturels. Pour nous solliciter et faire une demande de conseil, voire même de visite sur site, il faut passer par le guichet. Alors, je suis désolée de rentrer dans des aspects un peu logistiques très terre à terre, qui s'appelle Oscar. Donc, en fait, il suffit de nous contacter sur cette interface que je vais vous partager sur le chat. Et après, on vous répond en fonction de... Enfin, on vous répond toujours et puis on trouve la personne la plus adaptée à la question dans l'équipe du département de la conservation préventive. Par rapport aux ateliers que tu as pu mener, là, que tu évoquais, et justement à ces différentes étapes du plan, je crois que c'est Mathieu Provost qui nous demandait par rapport au risque d'incendie, est-ce que dans le diagnostic qui est du coup co-réalisé avec ce regard critique, il y a également le contrôle des sources d'ignition potentielles, notamment on pense à des exemples malheureusement emblématiques assez récents, identification des travaux par point chaud, risque de défaillance électrique avec les rapports de contrôle annuels. Est-ce que ces points-là, en plus des phénomènes majeurs externes, sont regardés dans le cadre des planifications? Oui, tout à fait. Donc le plan de sauvegarde, il est rédigé à partir d'une analyse de risque interne externe à l'établissement. Donc d'un point de vue de l'analyse des risques externes, donc c'est principalement
sur la base de géorisques que l'analyse est conduite, sauf s'il y a besoin de détails supplémentaires, et une analyse des risques internes qui est généralement conduite sur le risque incendie, donc avec les points qui ont été évoqués, qui peut se faire avec le responsable des bâtiments, mais aussi avec l'aide des pompiers pour les établissements qui n'ont pas forcément les compétences en interne, et aussi sur le risque d'inondation et parfois de dégâts des eaux. Alors le dégât des eaux, dans le plan de sauvegarde, on ne parle pas de la petite fuite d'eau, mais de la grosse fuite d'eau. Donc parfois il y a des grosses canalisations qui peuvent passer dans les établissements, qui peuvent poser problème et qui font partie aussi de cette analyse des risques. Donc la planification, elle se fonde vraiment sur une analyse des risques précise pour chaque établissement, et c'est pour ça que le plan de sauvegarde du musée du Louvre sera évidemment différent du plan de sauvegarde du musée d'Orsay, même si il se trouve à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. On avait plusieurs questions, alors à la fois au moment de ton intervention et puis de celle d'Anne, par rapport à la protection du bâtiment, hein, et également on a commencé à parler de la protection du site avec Anne en fin de présentation, avec ces big bags qui sont mis sur des secteurs de défaillance de la protection mis en place aujourd'hui par la ville de Paris. Je crois que c'est Jonathan ou Mathieu qui disait, mais finalement, les big bags sont-ils la meilleure solution? C'est lourd à mettre en œuvre, l'efficacité, la fiabilité est peut-être à nuancer. Je crois que c'est Jonathan qui disait, mais il existe des systèmes automatiques de bâtards d'eau qui peuvent être posés de façon périmétrique sur les bâtiments. Est-ce que sur le Louvre, alors Anne n'arrive pas à nous rejoindre, apparemment elle a perdu sa connexion Internet, mais est-ce que c'est des choses qui sont préconisées, qui commencent à se développer sur les bâtiments? Est-ce que c'est prévu à terme sur le Louvre? Alors, je vais parler de ce que je connais pour le Louvre, parce que le C2RMF est abrité dans une aile du Palais du Louvre. C'est le musée du Louvre qui assure la protection de la totalité du palais. Donc, le choix des big bags a été fait parce qu'on est sur un monument historique et donc avec une intervention extrêmement faible de ce qui peut être fait, notamment avec des systèmes comme Flood Frame qui permettent une protection permanente qui se déploie au moment de la montée des eaux. C'est un peu la difficulté que rencontrent les monuments historiques aujourd'hui. Comment les adapter en faisant coïncider et en ayant ce compromis qui doit perdurer de l'intégrité du bâtiment historique, et donc comment concilier les exigences de l'ABF avec les risques. La question est toujours ouverte et en suspens, et donc la protection, elle se fait vraiment au cas par cas. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'existe pas de bâtiments qui ont été aménagés spécifiquement avec des systèmes pérennes et permanents autour du bâtiment, en périmétrie des bâtiments. Mais peut-être que voilà, je suis pas au courant de ceux qui existent. Et effectivement, ce sont plutôt des systèmes type bâtard d'eau ou big bag qui sont aujourd'hui choisis pour ces questions-là de compromis MH risque. Mais je pense qu'à terme, comme sur beaucoup de choses déjà, on sera amené à évoluer. C'est déjà le cas, notamment pour l'isolation des MH, pour se conformer aux réductions d'énergie. Donc voilà. Donc je pense que c'est aussi un travail qui est un peu un work in progress sur ce sujet aussi. Alors, Jonathan précise que les bâtards d'eau demandent une manutention importante. Flood Frame est intéressant et reste une solution, mais cela s'appuie effectivement sur le bâti avec ce que tu indiques, le fait de devoir concilier, jongler entre des enjeux patrimoniaux et des règles contraignantes sur le patrimoine et cette nécessité de protection. Il précise qu'il existe d'autres solutions périmétriques qui ne touchent pas au bâti, qui sont complètement autonomes. Il parle notamment de solutions suisses. Emmanuel Marilus évoque également un enjeu de sécurisation dans les plans dont tu as parlé, avec notamment, est-ce qu'il est prévu des pièces de confinement ou des systèmes qui permettent de pallier à l'écrasement des collections en cas d'effondrement total ou partiel de certaines salles.
Alors, je pense qu'il est provenant, enfin, habitant sur la zone Antilles, et vu que je connais, c'est des dispositifs qui développent, ils pensent notamment au risque sismique, mais on sait très bien qu'après un incendie, l'effondrement est souvent successif. Est-ce que là-dessus, tu identifies déjà des solutions? Il n'y a pas de zones de confinement qui sont repérées dans les plans de sauvegarde. C'est des zones, des espaces de repli, donc les zones, plusieurs zones qui sont identifiées en amont pour l'évacuation par les pompiers des œuvres à déplacer, et ensuite un espace de traitement dans lequel les œuvres sont déplacées pour y rester de manière beaucoup plus longue, pour subir les traitements de sauvegarde, donc constat d'état, séchage, etc. Pour la partie effectivement effondrement, je l'entends. L'idée, c'est quand même que les œuvres, elles soient évacuées ou protégées avant que l'effondrement ne se produise. Pour ce qui est du risque sismique, certains établissements, et notamment les archives, ont développé des systèmes de tirants entre les rayonnages qui évitent au rayonnage de s'effondrer les uns sur les autres. Donc, c'est pas une salle en soi, mais c'est des systèmes qui permettent voilà, de limiter l'impact, en tout cas sur le risque sismique. J'avais vu des exemples également de minuit appui parasismique sur des plateaux où les œuvres étaient positionnées justement pour que les vibrations ne soient pas encaissées par l'œuvre elle-même, mais plutôt par son support. Anne a réussi à se reconnecter, veut peut-être intervenir sur les questions-réponses qui ont porté notamment sur la protection face aux inondations du bâti du musée. Oui, merci. Je suis désolée parce que même au musée du Louvre, il y a des coupures de réseau. Alors, en fait, le choix des big bags a été fait. Moi, j'avais proposé en fait un système de bâtard d'eau qui remonte en fait quand l'eau remonte. Voilà, c'est ce que Jonathan évoquait. Voilà, mais le niveau n'est pas suffisant en fait. Les big bags, on peut les empiler beaucoup plus haut en fait que cette protection que j'avais vue par exemple chez Nadixis, qui a 13 sites en bordure de Seine et donc 13 sites inondables, qui avait fait. J'avais eu la chance de pouvoir participer à la mise en œuvre justement de cette protection périmétrique qui est extrêmement facile à mettre en œuvre. Mais ça n'a pas été retenu chez nous. Je pense que c'est vraiment la question de la hauteur en fait qui n'est pas suffisante. Voilà. D'accord. C'est pas forcément moi ce que j'aurais choisi, c'est ce qu'a choisi la direction de l'architecture. J'imagine que c'est pour des bonnes raisons. Voilà. Oui. Et juste pour la petite blague par rapport à la coupure de réseau, vous évoquiez tout à l'heure que vous aviez un parc de pompes assez impressionnant sur le musée du fait de sa situation. Donc, l'alimentation et les fonctions support qui permettent la fonctionnalité des pompes est sécurisée. Oui, dans la théorie, je pense qu'à l'épreuve, non pas du feu, mais de l'eau, j'ai quelques doutes, puisque en fait, tout le radier qui comporte les installations techniques est en dessous de la nappe phréatique. Donc, il y a quand même un moment où, quand il n'y a plus d'alimentation électrique, les pompes ne fonctionnent pas. Parce que les pompes, s'il n'y a pas de flux électrique… Voilà. S'il n'y a pas de flux électrique, il n'y a pas de pompe. Bon. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que quand le Grand Louvre a été fait, donc les départements se sont vus attribuer des réserves en infrastructure, et tous les directeurs de département se sont inquiétés en disant « mais nous sommes sous le niveau de la Seine, donc immanquablement nous serons inondés le jour d'une crue importante ». Et les architectes ont été très catégoriques et ont dit « mais pas du tout, tout est cuvelé, ne vous inquiétez pas ». Mais il y a quand même tous les passages de câbles, tous les passages de gaines de ventilation, de désenfumage. Voilà. Ce qui explique que nous soyons partis à Liévin aussi. Alors, je vois que le temps est malheureusement écoulé. 1 heure, ça passe très vite. C'est d'ailleurs assez frustrant. Alors, on a commencé quelques minutes en retard, mais d'avoir des personnes de votre qualité avec ces expériences emblématiques et de devoir limiter le temps. Ce qu'on se disait avec Laurence et on verra avec les participants, c'est que il y aura sans doute une session de suite pour approfondir certains sujets, certaines discussions. En tous les cas, on voit tout l'intérêt de discuter de ce sujet, de partager les expériences. On a eu la chance que Anne nous présente ce qui s'est fait et ce qui est en train de se faire, puisqu'on voit qu'il y a une démarche d'amélioration aussi au travers des exercices et malheureusement des événements sur le musée du Louvre.
Avec notre partenaire, le Bouclier Bleu de France, on a tout un travail en ce moment et dont les fruits vont bientôt être distribués, en tous les cas partagés pour échanger. Hein. D'une part, une étude socle sur le sujet du patrimoine face aux risques majeurs pour brosser un petit peu l'état de l'art, des règles, hein, de la réglementation, du cadre technique qui impose des choses ou suggère des choses au niveau national et international. Une synthèse, donc qui formulera des recommandations et puis des fiches justement pratiques sur certains enjeux patrimoniaux où on décrira bien sûr la carte d'identité du patrimoine concerné, les événements qui ont pu frapper ce patrimoine et finalement comment les gestionnaires se sont relevés, ont mis en place des actions sur les sites, les freins, les leviers qu'ils ont pu rencontrer aussi parce que ça fait partie de ce partage d'expérience et puis les aides techniques et financières dont ils ont pu bénéficier. Anne nous citait une assistance à maîtrise d'ouvrage là qui avait été très éclairante, notamment sur le sujet et nous évoquer du partage d'expériences avec d'autres gestionnaires le long de la Seine. Et on a mené également avec le Bouclier Bleu et notamment Marie et Virginie chez moi donc une écoute auprès des gestionnaires de patrimoine public et privé. Donc le questionnaire est encore à l'œuvre et l'enquête est encore en cours de déploiement sur les gestionnaires privés, mais on est déjà très content des résultats puisqu'on aura près de 200 réponses sur l'ensemble des 2 questionnaires avec des tendances qui sont particulièrement intéressantes et on poursuivra dans quelques mois, une fois ces documents parus, une animation du réseau pour vous porter à la connaissance bien sûr ces résultats et partager ensemble les perspectives et travailler dans le cadre d'un groupe de travail commun AFP-CNT Bouclier Bleu sur la suite et animer ce réseau des gestionnaires de patrimoine face aux risques et ces nécessités d'adaptation et de préservation du patrimoine qui est quand même notre identité et je pense que c'est important de préserver ça pour notre avenir et celui de nos enfants et des générations futures. En tous les cas, c'était extrêmement précieux de vous avoir toutes les deux. Merci beaucoup pour le temps accordé dans un agenda très chargé. Pour moi, c'était assez magique d'avoir l'intervention du musée du Louvre, je ne vous le cache pas, et de voir les images, je me dis, mon Dieu, il faut qu'on profite de ce patrimoine, c'est tellement beau et tellement unique au niveau mondial. Merci beaucoup, merci pour tous les participants qui étaient là. On était une 50aine aujourd'hui sur les 90 inscrits, la moitié de collectivités, à peu près un quart d'experts et puis de personnes physiques également intéressées par la question. N'hésitez pas, on a besoin de vos retours sur justement l'intérêt de ce type de webinaire et on vous promet qu'on fera à nouveau avec Marie Courcelot et sans doute Anne également dans un partage de retours d'expérience et regard critique de ce qu'on vous portera bientôt à connaissance, un nouveau rendez-vous pour échanger. Merci à tous les participants, merci infiniment à toutes les deux et un petit clin d'œil à Virginie qui revisionnera ce replay. À très bientôt. Au revoir. Merci. Et donc, vous retrouverez les diaporamas et le replay, bien sûr, sur le site de la FP-CNT et sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, le questionnaire de satisfaction, ça prend 2 minutes, mais pour nous, c'est fondamental. Merci à tous et bonne soirée. Et bravo à Laurence, encore une fois.